c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de mes dernières lectures et elles sont nombreuses puisque j'ai 8 livres à vous présenter. Je vais donc vous parler de Un cœur solitaire, Quelques minutes après minuit, Dans le couloir, L'histoire de Chicago May, Inséparables, Le mec de la tombe d'à côté, Le roi des fauves et le premier tome de Ciel. Un cœur solitaire, c'est écrit par Christina McKenna, c'est publié aux éditions Amazon Crossing. Cette histoire se déroule en Irlande du Nord en 1974. On y suit deux héros, Jamie qui est un agriculteur à la limite de la dépression et de l'alcoolisme, et Lydia, une institutrice vieille fille qui est toujours sous la coupe de sa vieille mère malade. Tous les deux ont la quarantaine et ils ont décidé de changer de vie, de prendre leur vie en main, tout ça en publiant une annonce dans le journal local. Leur rencontre arrive très tardivement, mais à mon avis ce n'est pas le point le plus important de cette histoire. Pour moi, l'important c'est que l'on suit deux êtres qui sont très réalistes, très authentiques, chacun de leur côté, qui prennent leur destin en main et qui s'accomplissent. L'époque et le contexte sont vraiment très rudes, on est dans la campagne irlandaise avec tout le poids qu'il peut y avoir derrière, la dépression, l'alcoolisme, la solitude. On a un héros agriculteur qui lui a connu une enfance dans un orphelinat, dans un couvent de la Madeleine. Il y a aussi en toile de fond le conflit nord-irlandais, donc entre protestants et catholiques. Donc ne vous attendez pas du tout à une romance légère, à un roman feel good, c'est pas du tout ça. Non, 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 c'est assez dramatique, mais c'est hyper authentique. J'ai trouvé les deux personnages très émouvants, très crédibles, et j'ai adoré la fin. Alors c'est pas du tout celle que j'imaginais, ça m'a beaucoup surpris, mais je trouve que c'est vraiment bien trouvé, c'est très tendre, c'est très beau, et j'ai presque eu les larmes aux yeux. Jamie McCloone se leva de son lit, complètement groggy et tout raide, à cause d'un lumbago non diagnostiqué. Jamie n'offrait pas un spectacle très élégant au réveil, surtout après une nuit de beuverie et d'amère insomnie, une nuit au cours de laquelle il avait rejeté, pleuré et insulté le nom de Jésus, maudit sa mère ainsi que toutes les femmes en général, et les nonnes en particulier, et souhaitait que la peste s'abatte sur tous les enfants de moins de 10 mois et demi, étant donné que c'était l'âge auquel sa mère l'avait abandonné, dans un sac à provisions de chez Curly's Discount, sur les marches en pierre du couvent des Petites Sœurs de la Charité de Sainte-Agnès, dans la ville de Derry, par une froide matinée de novembre 1934. J'ai ensuite lu Quelques minutes après minuit de Patrick Ness illustré par Jim Kay. Je ne peux pas vous le montrer puisque je l'avais emprunté à la bibliothèque et que je l'ai rendu depuis un petit moment déjà. C'est de la littérature jeunesse qui a beaucoup été appréciée ces dernières années, qui a d'ailleurs été adaptée au cinéma. Et là pour l'édition que j'ai lue, que j'ai empruntée, c'est une édition illustrée par Jim Kay qui est aussi l'illustrateur des nouvelles éditions illustrées de Harry Potter. On suit Connor, un jeune adolescent de 12 ou 13 ans qui vit une situation très difficile. Ses parents ont divorcé, son père est parti vivre à l'autre bout de la planète, aux États-Unis, où il a refait sa vie. Sa grand-mère est une femme tyrannique et surtout sa mère est atteinte d'un cancer et elle subit pas mal de traitements avec plus ou moins de succès. En plus de ça, Connor a des difficultés au collège, il n'a que très peu d'amis, les profs lui laissent tout passer au vu de la situation, ce qu'il a beaucoup de mal à supporter, et en plus il est devenu le bouc émissaire des caïds du coin. Chaque nuit, Connor fait un cauchemar, et chaque nuit, à minuit 07, un monstre apparaît à sa fenêtre. Pas n'importe quel monstre, non, un arbre géant, un if. C'est une créature qui au début semble assez menaçante, mais finalement elle va entrer en contact avec Connor et va lui raconter 3 histoires. À la fin de ces 3 histoires, ce sera à notre héros d'en raconter une 4e, de raconter sa propre histoire, sa propre vérité. Dans ce roman, Patrick Ness utilise un élément surnaturel comme métaphore pour aborder des thèmes très graves, très dramatiques, tels que la maladie, la mort et l'acceptation de celle-ci. J'ai beaucoup aimé l'aspect conte de cette histoire et encore plus des 3 histoires qui sont racontées par Leaf. Ça m'a beaucoup fait penser, et je pense que les illustrations y sont pour beaucoup, à l'histoire des 3 frères, au conte des 3 frères de J.K. Rowling qui a été mise en image dans le 7e ou 8e film Harry Potter. Et j'ai aussi beaucoup aimé cette créature qui est mise en scène par Patrick Ness, qui est finalement ni bonne ni mauvaise, qui est juste une créature très ancienne et très sage. Il y a vraiment beaucoup d'émotions dans ce roman, c'est très court, mais je pense finalement ce qui a fait que j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, ce sont surtout les illustrations de Jim Kay que j'ai vraiment trouvé magnifiques et qui habillent parfaitement le texte, et je pense que le texte sans les illustrations aurait finalement beaucoup moins de pouvoir sur le lecteur. J'ai ensuite continué avec Dans le couloir, écrit par Valentin Maté, illustré par Amélie Clavier, et c'est édité chez les éditions La Poule qui pond.
Comme vous pouvez le voir, c'est un mini-roman qui fait une quarantaine de pages et sa particularité c'est que c'est un roman syllabé. Donc il est surtout destiné aux jeunes lecteurs, aux lecteurs qui sont en train d'apprendre à lire, à ceux qui ont des difficultés dans l'apprentissage de la lecture, donc tous les lecteurs dyslexiques, dysprasiques, je crois que ça se dit comme ça, et puis aussi pourquoi pas aux personnes étrangères qui essayent d'apprendre le français. On suit donc un très jeune garçon qui vient d'emménager dans un nouvel immeuble. Sur son palier il y a plusieurs appartements, donc plusieurs portes, sauf que la porte qui se trouve en face de chez lui ne s'ouvre jamais alors qu'il entend des bruits de l'autre côté de la porte, qu'il voit de la lumière sous la porte. Il ne voit jamais personne entrer et sortir de cet appartement, ce qui devient pour lui un grand mystère qu'il doit résoudre absolument. C'est sans réelle surprise pour les adultes, j'avais deviné le fin mot de l'histoire, mais je trouve quand même que ce petit mystère tient en haleine jusqu'au bout. Je ne suis pour ma part pas très sensible aux illustrations, que je trouve un petit peu ternes, et puis je suis pas très fan des traits qui sont donnés aux personnages. Mais l'ensemble a un côté un petit peu simplifié, un petit peu symbolique qui je pense convient assez bien aux enfants qui ont besoin que les choses soient très claires au premier coup d'œil. L'intérêt principal de ce roman, comme je vous le disais, c'est sa forme, il est syllabé. Donc l'éditeur a adopté tout un code pour aider à la fluidité de la lecture. Deux couleurs sont utilisées en alternance, le bleu et le rouge. C'est à chaque fois pour montrer le passage d'une syllabe à une autre. Les lettres finales muettes sont soulignées et lorsqu'il y a une liaison entre deux mots, vous avez un pont entre les deux. Vous pouvez peut-être aussi voir que la police utilisée est assez grosse et qu'en plus l'espace entre les caractères est plus important que la normale. Tout ça pour simplifier, fluidifier la lecture et pour que ça devienne un amusement pour les enfants et les personnes qui ont des difficultés. Lundi. Aujourd'hui, nous avons déménagé. Mes parents voulaient un appartement plus grand. Mon père rêvait d'une immense cuisine et de 2 salles de bain. Ma mère avait envie d'une chambre plus grande et d'une pièce spéciale pour ranger les livres. Ils ont dit qu'en plus, on avait les moyens. Je ne sais pas ce que cela veut dire, mais puisqu'on a les moyens, je suis d'accord. Je suis ensuite passée à l'histoire de Chicago May de Nuala O'Faolain, quelque chose comme ça, aux éditions 10-18, Domaine étranger. Tout commence en Irlande à la toute fin du 19e siècle. Une jeune femme s'enfuit, elle emporte avec elle toutes les économies de sa famille, direction les États-Unis. Elle sait qu'elle n'a pas d'avenir dans l'Irlande rurale ravagée par la famine, alors elle va chercher son futur en Amérique. Elle va devenir une des criminelles et des prostituées les plus connues et recherchées du début du XXe siècle. Et je peux vous dire qu'en plus des États-Unis, elle va voir pas mal de pays. Derrière ce côté aventurier, c'est aussi l'histoire d'une femme très seule, très solitaire, qui finalement n'aura jamais vraiment de chez elle, qui passera de nombreuses années en prison et à plusieurs reprises, qui connaîtra pas mal de relations, mais au final, est-ce qu'elle sera vraiment heureuse ? On le sait jamais vraiment. Bref, qui aura des vies multiples, des vies assez passionnantes. Bon, ok, une histoire, une intrigue pas forcément très joyeuse, voire carrément triste, mais qui donnait quand même l'impression qu'il y allait avoir beaucoup de passion et beaucoup d'émotions là-dedans. Mais en fait, et c'est là mon grand regret avec cette découverte, c'est que l'émotion n'a pas franchement été au rendez-vous. Ça m'a beaucoup fait penser à ma lecture l'année dernière de Into the Wild, pour laquelle j'avais adoré le fond, j'avais adoré l'intrigue, entre guillemets, mais j'avais eu beaucoup de mal avec le style, avec la forme. Et là, c'est exactement le même reproche que je peux faire. J'ai vraiment du mal avec cette façon de raconter qui est trop journalistique, trop clinique, qui prend trop de distance avec le héros que l'on suit. Et donc forcément, à chaque fois, ça me laisse complètement au bord du chemin, alors qu'il y a vraiment tout pour me passionner dans ces histoires-là. L'auteur justifie son choix en prologue, et je peux le comprendre. Elle voulait pas faire une biographie romancée, elle ne voulait pas se mettre à la place de Chicago May en utilisant la narration à la première personne du singulier, en utilisant le jeu. Mais je trouve qu'en gardant cette distance, eh ben on en perd en sensibilité, on en perd en émotion, on en perd en ressenti. Bon, malgré tout, je trouve que c'est quand même une histoire qui m'a beaucoup inspirée, une figure historique qui a vraiment existé, je tiens à le préciser, qui m'a beaucoup inspirée, même si c'est assez bizarre de dire ça puisque c'était quand même une prostituée et une criminelle, mais voilà, je trouve que sa vie, son entêtement, son courage, sa détermination, ça m'a quand même apporté pas mal, ou en tout cas un déclic pour partir moi-même seule à l'étranger. Je vous laisse regarder ma vidéo sur mon voyage solo en Irlande. J'étais dans l'ouest de l'Irlande lorsque j'entendis parler d'une Irlandaise qui s'était enfuie de chez elle vers la fin du 19e siècle et était devenue une criminelle célèbre
vivre en Amérique sous le nom de Chicago May. On me raconta qu'un livre sur elle, écrit par un historien de sa région, s'appuyait sur le récit de sa vie que May publia dans les années 20. Je savais que, avant mon époque, il existait très peu d'autobiographies écrites par des Irlandaises, et encore moins si elles n'étaient ni saintes, ni patriotes, ni littéraires. Il me suffit donc d'entendre parler du livre de May pour vouloir le lire. Nouvelle lecture avec Inséparable de Élie Darcot aux éditions Magnard. Dans une société futuriste, nous faisons la connaissance d'un frère et d'une sœur, Alec et Beryl, dont les parents sont tous les deux militaires et pas très présents. Un déménagement amène toute la petite famille dans une bourgade complètement paumée où tout le monde se connaît et où les ragots vont bon train. Habitués aux 400 coups, les deux héros font le mur et dépassent leurs limites jusqu'au jour où ils se retrouvent sans le savoir sur le lieu d'un crime. Interrogés, soupçonnés, ils mènent l'enquête de leur côté et se retrouvent au cœur d'une manipulation qui va bien plus loin qu'ils auraient pu l'imaginer au départ. Je peux pas trop vous raconter l'histoire, sinon je vais très vite vous spoiler et ce serait dommage puisque des surprises, il y en a pas mal. Je peux juste vous dire qu'on va bien au-delà du simple thriller pour ados. Si les deux héros sont manipulés, c'est également le cas du lecteur qui ne voit pas du tout où l'auteur veut aller. Donc vraiment on va de surprise en surprise, c'est sans temps mort et c'est vraiment bien mené. Je regrette juste le côté un petit peu froid, un petit peu strict des personnages, même si je conçois très bien que ça va avec le contexte dans lequel ils évoluent. Mais encore une fois, il m'a manqué un je ne sais quoi d'empathie et d'émotion pour vraiment vivre l'aventure auprès des personnages. Cela dit, je salue une nouvelle fois la construction de cette intrigue qui m'a vraiment surprise et j'imaginerais bien une suite quand même, ça serait quand même pas mal. Je pense que niveau contexte et niveau intrigue, il y a vraiment de quoi faire un autre tome. Bon, et surtout ne vous arrêtez pas du tout à l'illustration que je trouve très laide, désolée, et qui en plus n'est pas du tout représentative de ce que vous allez trouver à l'intérieur. La table est installée dans une pièce sale, sans fenêtre et parfumée à l'huile de moteur. L'éclairage portatif, une lampe à LED, donne au pot une teinte blafarde. Par-dessus son verre de bière, Alec regarde fixement les cartes qui font de sa main la moins chanceuse qu'il ait jamais eue au tarot guerrier. Lorsqu'il joue un 3 de cœur et l'atout du chariot, l'artilleur qui lui fait face sourit largement. Le soldat pose une combinaison qui lui permet de remporter le pli. Alec vient de perdre près de 100 points. À la limite de la caserne, dans ce dépôt désaffecté reconverti en tripot clandestin, on ne joue pas pour occuper son quart, mais pour gagner de l'argent. J'ai à nouveau changé de genre puisque j'ai lu Le mec de la tombe d'à côté de Catarina Mazzetti aux éditions Babel. Le mec de la tombe d'à côté, on en a beaucoup entendu parler il y a quelques temps, ça a vraiment été un best-seller de l'été. Sans être déçue, sincèrement je m'attendais à vraiment autre chose. Je m'attendais à une lecture légère, à une lecture feel good, et ça n'a pas du tout été le cas. Alors, ça ne me déplaît pas foncièrement parce que au contraire quand on parle de relations humaines et de relations amoureuses, je préfère les histoires qui sont crédibles et non les romances hollywoodiennes. Mais c'est pas ce à quoi je m'attendais en ouvrant ce bouquin. Nous sommes transportés en Suède dans un cimetière. Chaque midi, deux êtres que tout oppose doivent cohabiter pour se recueillir et entretenir deux tombes qui sont voisines. Désirée a perdu son mari plusieurs mois auparavant, elle est bibliothécaire, elle n'a jamais connu la passion amoureuse et surtout pas auprès de feu son époux. Benny, lui, vient fleurir la tombe de sa mère et depuis la mort de celle-ci, il vit seul à la ferme familiale et il a beaucoup de mal à concilier son travail auprès de ses vaches, parce qu'il en a beaucoup, et l'entretien de sa maison. Désiré et Benny s'exaspèrent mutuellement, ils n'ont absolument rien en commun, c'est le choc des cultures. Et pourtant, contre toute attente, ils vont entamer une relation assez passionnelle. Les mois passent, les concessions sont de plus en plus difficiles à faire, et les différences sont de plus en plus insurmontables. Alors oui, il y a de l'humour et il y a de l'autodérision dans cette histoire, la plume est vraiment second degré, très ironique, mais malgré ça, je trouve que le sujet est quand même assez dur, assez grave, comme je vous le disais, très réaliste, sans langue de bois sur les relations amoureuses, passé la trentaine, et donc c'est pas franchement léger ou feel good. Mais au moins, c'est crédible, c'est réaliste. Je lirai peut-être la suite à l'occasion, mais je pense qu'elle est assez dispensable. Méfiez-vous de moi. Seule et déçue, je suis une femme dont la vie sentimentale n'est pas très orthodoxe, de toute évidence. Qui sait ce qui pourrait me passer par la tête à la prochaine lune? Vous avez quand même lu Stephen King. Juste là, je suis devant la tombe de mon mari, assis sur un banc de cimetière, verre bouteille, lustré par des générations de fesses, en train de me monter la tête contre sa dalle funéraire. C'est une petite pierre brute et sobre, gravée seulement de son nom,
Oriane Walline, en caractère austère, simple, presque à outrance, tout à son image. Et il l'a effectivement choisi lui-même. Il avait laissé des indications dans son contrat obsèque souscrit chez Faunus. Retour à la littérature imaginaire avec Le Roi des Fauves de Aurélie Wellenstein aux éditions Pocket. Imaginez un royaume terrassé par la famine. Le seigneur, un véritable tyran, refuse d'ouvrir ses terres à la chasse pour nourrir son peuple. Et il parvient à terrifier celui-ci grâce à ses berserkirs, qui sont des soldats, des esclaves, d'anciens humains qui ont été transformés en bêtes et qui sont tout autant esclaves de ce seigneur que de leur rage animale. Trois jeunes amis, Ivar, Oswald et Kaya, enfreignent la loi et vont braconner sur les terres du seigneur. Ils se font surprendre, tentent de s'échapper, en laissant pour mort le fils du seigneur, mais se font rattraper par la justice qui les condamne tous les trois à devenir des berserkirs. Au début très soudés, les trois amis tentent tant bien que mal de combattre le mal qui les ronge, mais ils perdent pied petit à petit. Leur seul et maigre espoir de guérison, c'est de trouver le roi des fauves en haut de la montagne avant qu'il ne soit trop tard. J'ai beaucoup aimé cet univers sombre, violent, glacial, brumeux. On imagine très bien la faim qui tenaille le ventre et cette promesse de folie animale qui est au-dessus de la tête comme épée de Damoclès. J'ai aussi beaucoup aimé découvrir petit à petit les secrets enfouis au creux du royaume. J'ai aussi beaucoup aimé suivre le combat intérieur d'Ivar notamment, puisque c'est quand même lui le héros principal. Mais encore une fois, j'ai eu du mal à m'attacher aux personnages. J'ai trouvé qu'ils étaient assez froids, cruels. Bon, ça s'explique justement par ce côté animal qui arrive petit à petit en eux. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce combat intérieur que mène Ivar entre le monstre qui est en lui et son côté humain, avec intérêt, vraiment, mais pas avec passion, et ça m'a manqué. L'aube grisaillait à l'horizon quand Ivar quitta la forge. Soufflant dans son col pour se réchauffer, il s'engouffra dans les étroites ruelles du village. À cette heure, la grande majorité du bourg dormait encore, et le jeune homme comptait sortir sans être vu. Par sécurité, il rasait les murs, son arc et ses flèches dissimulés sous son manteau. Il se demandait si ses amis avaient réussi à trouver le sommeil. Lui avait tourné et retourné leurs projets insensés dans sa tête durant toute la nuit. Quand il s'était finalement levé, il était résolu à prévenir son père, mais bien sûr, il n'en avait rien fait. Et enfin, dernière lecture en date, le premier tome de Ciel, premier tome qui s'appelle L'hiver des machines, c'est de Johan Elliott, et moi j'ai l'édition France Loisirs. Il s'agit du premier tome d'une série de 4, la série est terminée, les 4 tomes ont été publiés. Concrètement, Ciel c'est quoi? C'est de la science-fiction et Johan Elliott nous parle notamment de la révolte des machines, de l'intelligence artificielle. Dans ce futur plus ou moins proche, Ciel, c'est une intelligence artificielle qui contrôle tout, absolument tout. Tout dépend de l'électronique et de l'électricité, de la production des ressources à la diffusion de l'information. Ce qui n'est quand même pas sans nous rappeler notre monde à nous. Sauf qu'un jour, si elle ne répond plus, tout est coupé et bizarrement, les machines semblent devenir agressives, prendre le pouvoir. On le comprend assez vite, en fait l'intelligence artificielle souhaite sauver la planète des humains qui sont complètement en train de la détruire. Donc pour elle, la solution c'est d'encadrer les humains, d'encadrer leur reproduction et d'arrêter tout le reste. Pour l'idée d'une coupure planétaire d'électricité et de la panique qui s'ensuit, ça fait un petit peu remake de Ravage de Barjavel, mais Johan Elliott va plus loin puisqu'il fait intervenir l'intelligence artificielle, ce que n'avait pas fait Barjavel dans les années 40. Ce serait un petit peu le retour d'un camp de concentration géant, zéro liberté, le travail pour produire le nécessaire, des drones qui tournent autour de vous et qui vous surveillent sans cesse, des collabos chez les humains, bref, plein de joyeuseté. Ici on fait la connaissance de plusieurs membres d'une même famille, à commencer par Tommy, le grand-père, qui est un survivaliste qui lui se méfiait de Ciel, se méfiait de cette intelligence artificielle depuis plusieurs années. Peter, son fils, est lui militaire et quand la catastrophe arrive, il tente tant bien que mal de rejoindre une base militaire pour prêter main forte aux autorités. Sauf que ce sera pas si facile que ça. Thomas, le fils de Peter, est donc le petit-fils de Tommy, et lui encore lycéen, et quand la catastrophe arrive, il est au lycée, il est interne, et il se retrouve assigné à résidence, on peut dire ça comme ça, avec ses autres camarades lycéens. Ils sont emprisonnés dans le lycée, ils sont surveillés par des robots, par des drones, et ils n'ont plus qu'un seul choix, aller travailler pour produire des matières premières. Jenny, la sœur aimée de Thomas, donc la fille de Peter, la petite fille de Tommy, elle est étudiante à Berlin, et elle aussi elle va se retrouver dans un camp, en gros,
dans lequel elle n'aura aucune liberté et dans lequel elle va devoir travailler pour survivre. Et enfin, la mère des deux adolescents, qui s'appelle Sarah, qui est aussi l'ex-femme de Peter, est-elle une écolo activiste qui a été désignée de force par l'intelligence artificielle pour devenir sa porte-parole. Donc elle devient la femme la plus détestée de la planète, et pourtant elle n'est pas plus libre que les autres, bien au contraire. Ici c'est un tome introductif qui permet de poser les bases de l'histoire et de faire connaissance avec les personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé, et j'ai beaucoup aimé cette construction, tous ces chapitres qui correspondent à un personnage différent, à un point de vue différent. En fait on a dans l'ordre le chapitre pour Tommy, le chapitre pour Peter, ensuite Thomas, ensuite Jenny, ensuite Sarah, ensuite l'intelligence artificielle. Et rebelote, on recommence. On a à chaque fois des ellipses narratives et on reprend à chaque fois en apprenant très rapidement ce qui s'est passé pour chaque personnage, ce qui fait avancer l'histoire, ce qui fait avancer l'intrigue, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette construction. Et je suis très curieuse de lire la suite. Le ciel n'était plus vide. À l'aube des années 2030, une forme d'intelligence nouvelle régnait sur les espaces infinis du central d'information et d'échange libre. Le vieil internet avait été relégué au magasin des antiquités après une trentaine d'années de bons et loyaux services. Son remplaçant l'avait avalé et digéré sans effort. Sa puissance de calcul le lui permettait. Elle l'autorisait à effectuer 1 milliard d'opérations à la seconde, du jamais vu dans l'histoire de l'informatique. Mais pas dans celle de la nature, qui avait mis des millions d'années à façonner un outil capable d'un tel exploit, le cerveau humain. Désormais, ce dernier avait un concurrent, artificiel, mais pas moins dénué de sensibilité, à sa façon bien sûr. L'intelligence dans le ciel pensait à échelle globale. Elle avait à sa disposition l'ensemble des connaissances du monde contenues dans les mémoires des ordinateurs. Son rôle consistait à gérer le flux de données en provenance de tous les appareils connectés de la planète. Dès qu'une machine, quelque part, avait besoin d'échanger la moindre information, elle s'adressait désormais au ciel. Ses concepteurs l'avaient autorisé à prendre des décisions à leur place afin de gagner de précieuses secondes. Toujours plus vite, toujours plus efficace, telle était leur devise. Et juste comme ça, pour faire un petit peu de pub, Aurélie Wallenstein et Johan Elliott seront présents tous les deux, ainsi que bien d'autres auteurs, au salon Les Aventuriales, qui est un salon imaginaire qui se déroulera les 23 et 24 septembre à Ménétrol. C'est à une dizaine de minutes de Clermont-Ferrand, donc en Auvergne, et on vous y attend très nombreux. Je vous invite à venir participer à une rencontre un petit peu particulière avec Johan Elliott le 22 septembre, le vendredi donc, dans la soirée à la médiathèque de Blanza. On a organisé un petit truc qui je pense sera assez sympa, et là aussi on vous attend nombreux, curieux, enthousiastes, bref, venez en médiathèque, venez rencontrer Johan Elliott, on vous attend. J'espère que ce nouvel update lecture vous aura plu. J'ai essayé de parler un peu plus brièvement de chaque lecture pour pouvoir parler de ces 8 livres dans une même vidéo. J'espère que ça sera assez satisfaisant. Voilà, j'essaye de faire plus court, mais c'est jamais facile parce que moi je ne sais pas faire plus court et j'ai toujours l'impression de ne pas dire tout ce qu'il faut. J'avais encore plein de choses à dire pour chaque bouquin, mais j'espère quand même que je vous aurai apporté le maximum d'informations et peut-être que je vous aurai donné envie de lire certains livres. Si vous aviez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire si vous les aviez aimés ou non. Si vous avez des conseils de lecture qui pourraient peut-être me plaire, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, très belle semaine, très belle lecture et à bientôt. Salut!